Oui, Bybit s'est fait hacker. Oui, il s'agit du plus gros casse de l'histoire. Mais est-ce si grave que cela pour l'écosystème crypto? Est-ce cela qui a causé la chute du prix des cryptos vendredi soir? Est-ce que ce hack de Bybit sonnerait comme la faillite de FTX en 2022 et donc comme annonciateur et catalyseur du bear market? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay. Nous sommes le lundi 24 février 2025 et aujourd'hui on va décrypter ensemble l'actualité crypto et faire une analyse technique du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. Alors j'en profite pour te rappeler rapidement que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble du marché qui est bien rouge aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais on va pas rester longtemps dessus aujourd'hui puisque le sujet qui intéresse tout le monde, effectivement, c'est le hack de Bybit. Et on y arrive. On a donc effectivement, dès vendredi, Benzu, le CEO de Bybit, qui nous confirme que le cold wallet Ethereum de Bybit a été compromis à la suite d'une attaque de spoofing d'interface utilisateur. UI spoofing. Les hackers ont modifié la logique du contrat intelligent, prenant ainsi le contrôle et vidant plus de 1 milliard de dollars de fonds. Alors on sait maintenant que c'était même 1,5 milliard de dollars. Alors on va commencer par expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Première chose, qu'est-ce qu'un cold wallet? Un cold wallet, par opposition à un hot wallet, c'est un wallet qui n'est pas connecté à Internet. Par exemple, les clés Ledger de la licorne française sont des cold wallets. MetaMask en revanche, qui s'utilise directement sur votre navigateur, ou le wallet Phantom, sont des hot wallets. Ils sont directement dans votre navigateur et connectés à Internet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup disent qu'il s'agit de l'erreur d'un employé qui aurait mal tapé. Pas du tout, et heureusement, parce qu'ils ont quand même des protocoles de sécurité qui sont bien plus avancés que cela. Et donc en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que des fonds, des Ethereum de Bybit devaient être déplacés d'un cold wallet appartenant à Bybit vers un hot wallet qui appartenait également à Bybit. Et pour effectuer ce transfert, il y a ce qu'on appelle une sécurité multisig. Multisig, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas qu'une personne qui doit donner son aval pour effectuer cette transaction. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui, avec leur, entre guillemets, signature virtuelle, c'est-à-dire qu'en gros, chacun a leur propre clé pour authentifier la transaction. Et comme il y a plusieurs, on appelle ça un multisig, multisignature. Et en fait, ce sont les ordinateurs de ces personnes-là qui se sont fait hacker. Et donc, sur leur interface, et c'est là qu'on explique le spoofing d'interface utilisateur, sur leur interface, ils voyaient effectivement la bonne adresse, l'adresse du hot wallet de Bybit sur laquelle ils devaient transférer les fonds. Mais en réalité, c'était du spoofing, c'est-à-dire que leur ordinateur affichait pour eux la bonne adresse, mais c'était en fait l'adresse du hacker qui était en réalité saisie dans le champ. Donc quand les employés pensaient effectivement transférer les 400 000 Ethereum vers la bonne adresse, c'était ce qu'affichait en tout cas leur écran, en réalité, ils envoyaient 400 000 Ethereum vers le wallet des hackers. Alors au niveau du prix, on regarde, on avait le Bitcoin qui depuis le mardi de la semaine dernière avait entamé une belle poussée haussière, et vendredi, après avoir atteint 99 500 $, il a chuté violemment à 94 800 $. Et donc on rappelle que vendredi, c'est effectivement la date à laquelle Bybit s'est fait hacker. Mais est-ce que c'est vraiment ce hack qui a fait chuter le prix du Bitcoin? Eh bien, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand on regarde le Nasdaq par exemple, on voit qu'il a également chuté. Le SP500 aussi. Vous voyez cette grosse bougie? Et les stocks, est-ce qu'ils ont un rapport avec l'écosystème crypto? Absolument pas. Le marché devait donc chuter quoi qu'il arrive. New York avait décidé de prendre des profits, avait décidé de revendre des positions, et le marché des actifs à risque, dont fait partie la crypto, a simplement baissé. Donc selon moi, le hack de Bybit n'a eu que très peu d'impact sur le cours du prix du Bitcoin. On en vient maintenant à la question principale. Est-ce que c'est grave du coup pour l'écosystème crypto? Est-ce que c'est annonciateur d'un bear market? Est-ce que tout va s'effondrer? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand un exchange se fait hacker, en l'occurrence, là c'est pas l'exchange qui s'est fait hacker, il n'y a pas de faille de sécurité dans leur interface, il s'agit simplement de quelques ordinateurs qui ont été hackés et donc une transaction qui a été détournée. Mais quand un exchange se fait hacker ou fait faillite, comme FTX par exemple, historiquement, il y a une sortie massive des fonds de cet exchange. Tout le monde a peur, tout le monde essaye de récupérer ses fonds avant que l'exchange ne s'écrase. C'est exactement ce qui s'est passé puisque sur la seule journée de vendredi, plus de 5,3 milliards de dollars ont été retirés de la plateforme par les utilisateurs. Et pourtant, Bybit tient bon. Et oui, le CEO Benzu avait communiqué très rapidement là-dessus en disant que la plateforme était solvable, qu'ils ont les fonds de toute façon, quoi qu'il arrive, à 1 pour pouvoir rembourser et couvrir les demandes de retrait des utilisateurs. Et alors, ce qui est encourageant pour l'écosystème crypto, c'est qu'au lieu de laisser la plateforme dans l'embarras,
les deux autres gros exchanges, Binance et BitGet, se sont précipités pour aider la plateforme Bybit à surmonter la crise. Ce qui a permis donc à Bybit d'avoir de la liquidité et d'éponger tous les demandes de retrait de leurs clients. Et alors quand les plateformes comme ça sont solidaires, c'est vraiment bon signe pour l'écosystème, puisqu'elles ne laisseront pas couler un confrère. Elles préféreront l'aider plutôt que de voir un cours du prix du Bitcoin affecté, du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies en général. Et alors tout le monde parle de casse du siècle, le plus gros casse de l'histoire. Alors c'est quand même à mettre en perspective, parce que en réalité il s'agit du plus gros casse de l'histoire des crypto-monnaies, pas de l'histoire tout court. Pour les crypto-monnaies, effectivement, le plus gros avant ce hack de Bybit, c'était le réseau Ronin en mars 2022, 625 millions de dollars volés en Ethereum et en USDC. On avait eu également, j'en ai parlé tout à l'heure, MTGOX en 2014, qui représentait 473 millions de dollars en Bitcoin dérobés. Et à l'époque, ce piratage avait conduit à la faillite de l'une des premières et plus grandes plateformes d'échange de Bitcoin. Mais alors si on compare avec les grosses affaires d'escroquerie, de fraude et de casse, entre guillemets, Madoff, par exemple, c'était 65 milliards de dollars. Jérôme Kerviel et la Société Générale, c'était 5,5 millions de dollars. Donc oui, 1,5 milliard de dollars volés à Bybit, c'est énorme. C'est énorme dans le monde de la crypto-monnaie, mais dans l'histoire de l'humanité, on a vu pire. Et alors, qui donc était derrière ce hack légendaire? Eh bien, selon ZachXBT, un enquêteur blockchain réputé, une sorte de white hat, il s'agirait en réalité du groupe Lazarus, un groupe nord-coréen. Et alors, je vous montre cette petite fake news rigolote, c'est que la Corée du Nord annonce une réserve stratégique de 1,5 milliard de dollars en Ethereum. Et oui, évidemment, en Corée du Nord, il n'y a rien d'indépendant, donc le groupe Lazarus doit très fortement dépendre du gouvernement. De là à dire qu'ils vont faire une réserve stratégique en Ethereum, bon, ça m'étonnerait quand même. Bon, et alors, il y a 18 heures, Bybit a encore acheté 295 millions de dollars en Ethereum pour atteindre déjà 50% de leur niveau d'Ethereum pré-hack. Et oui, Bybit a déjà racheté 266 694 Ethereum, donc environ 742 millions de dollars. Ils se sont fait hacker quasiment le double, donc ils ont déjà atteint presque la moitié de ce qui leur a été volé. Bon, au final, je dirais pas que c'était un coup d'épée dans l'eau, ça serait un peu exagéré. Mais alors, est-ce que ça remettrait en cause le bull run? Je ne pense pas. Est-ce que ça pourrait faire s'écrouler le cours des crypto-monnaies? Bon, ça l'aurait déjà fait, on est lundi, et les cours sont stables. Ça a même bien pumpé pendant le week-end. Surtout l'Ethereum, qui a superformé le Bitcoin vendredi, samedi et dimanche. On verra ça tout à l'heure dans la partie analyse technique. Alors niveau calendrier économique, absolument rien aujourd'hui. Et sur la semaine, quand on regarde, bon, pas grand-chose non plus toute la semaine, sauf, attention, vendredi 28 février, qui est le dernier jour du mois, et où on aura l'annonce des corps PCE, l'indice des prix à la consommation des ménages. Et donc on aura l'indice mensuel, mais également l'indice annuel. Là, ça promet de swinger. Attention. Et alors, quand on regarde la liquidation heatmap sur le mois, on voit qu'effectivement, on a été raclé toutes les liquidités qu'il y avait au-dessus, là, comme je l'espérais. Mais alors, au lieu de continuer le mouvement haussier et continuer de manger toutes les liquidations qu'il y a au-dessus, le marché s'est retourné. New York a pris ses profits et on a chuté violemment. Et alors, depuis, on est remonté un petit peu dans un petit range, coincé entre 95 000 et 97 000 dollars pendant tout le week-end. On va voir comment ça va se comporter aujourd'hui. Mais a priori, on devrait aller chercher un petit peu plus bas avant de remonter. Et alors, quand on regarde le Bitcoin en daily, effectivement, on avait jeudi un beau breakout. Vendredi, on était également dans le vert jusqu'à finalement rechuter. Comme je disais, on peut éventuellement venir s'appuyer sur la traîne pour remonter après. Et alors, quand on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de mercredi à vendredi, le Bitcoin était majoritairement haussier. Et que dès l'ouverture de la session de New York, tout a été avalé. Enfin, 70% de la hausse qu'on a eue pendant 3 jours. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais pris un long à peu près ici, mon TP était dans ces niveaux-là. Donc en fait, j'ai gagné mon trade ici. Et quand on a corrigé là, je suis re-rentré en long et j'avais mis un TP qui était un peu au-dessus. Ça correspondait à l'order block qui était là. J'avais mis par là le TP et malheureusement, je n'ai même pas eu le temps de gagner quoi que ce soit. On a retracé tellement fort qu'on est venu toucher, j'avais remis mon stop loss à break-even. Donc, je me suis fait sortir. Donc, j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu non plus sur ce trade. Et alors après, c'était tellement violent que c'était très, très compliqué d'arbitrer. Honnêtement, j'ai pris juste un petit scalp là, de là à là. Ça m'avait fait gagner 2 R. Mais après, clairement, la session était tellement baissière et tellement violente que je savais pas vraiment comment rentrer. Et là, chez moi, quand elle était au plus bas, il était déjà 1h du matin. Je n'étais déjà plus devant les écrans. Et ce qu'on constate quand même, c'est que on s'est arrêté tout juste pile sur le fair value gap 1 heure qui était ici. Mais alors, au pixel près, quoi. Alors ensuite, le week-end, samedi, dimanche, ça a été assez calme. Vous voyez, on a fait une sorte de petite courbe ascendante puis descendante. Et puis là, ce matin, depuis l'ouverture, on a légèrement chuté et on remonte tout doucement. Alors, en début de semaine, qu'est-ce qu'on fait? On trace notre previous week high
notre previous week low, qui permet d'encadrer un petit peu le range de la semaine passée. Et on va chercher nos fair value gap 30 minutes, nos order blocks. On voit que là, il y avait un order block ici et qu'on est rebondi une fois, 2 fois dessus. Donc, il est assez solide. Le fair value gap qui avait soutenu cette baisse, je l'ai laissé également. Alors du coup, ces zones-là, ce sont des zones de potentiel longue, puisque ce sont des supports. Si le prix revient dans ces prix-là, on va pouvoir parier à la hausse. Si effectivement ça traverse, on prend sa perte, c'est pas grave, et on va chercher un nouveau setup ici pour pouvoir parier à la hausse. Et à l'inverse, ici on a un fair value gap 30 minutes qui représente une zone d'imbalance, de déséquilibre, où il y a eu une pression baissière plus forte que la pression haussière, à tel point qu'elle n'a pas du tout été contestée sur toute cette zone-là en 30 minutes. Donc si le prix revient dans cette zone, on va pouvoir chercher un setup de short. Alors il y a beaucoup d'influenceurs, on appelle ça des traders de marché haussier, qui disent mais non, il faut pas shorter, on fait pas de contre-tendance, trend is your friend. Bon, ça dépend des time frames sur lesquels on trade. Quand on trade en petit time frame, quand on fait du scalping par exemple, on peut chercher des setups baissiers. D'ailleurs, depuis l'investiture de Trump, le prix ne fait que baisser. Donc ce serait dommage de ne pas shorter le marché, puisque effectivement on est sur une tendance baissière. Donc pour moi, clairement, les influenceurs qui disent que on ne devrait pas shorter pendant le bull run, ce sont juste des gens en réalité qui ne savent pas shorter, c'est tout. Donc là, si le prix revient dans ces zones-là, je vais chercher un setup de short. Là, je vais tracer, je l'ai pas fait, mais ici il y a un order block baissier. Pareil, j'aurai une petite zone propice à shorter. Et également, j'en ai encore au-dessus, jusqu'à la plus grosse qui est là, à 103 000, que je pensais qu'on allait atteindre vendredi. On était sur une bonne lancée, mais non. C'était sans compter New York. Alors sur l'Ethereum, pareil, j'ai tracé mes zones avec les différents niveaux, les zones de support, les zones de résistance. Et pareil, si le prix arrive dans cette zone-là, alors moi j'ai pris un petit long ce matin. Je suis rentré un poil tôt, pardon. J'ai eu très très chaud aux fesses et ça a failli toucher mon stop loss et finalement c'est parti dans mon sens. Alors en réalité j'ai déjà cut, j'ai cut ici parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Je vous explique, moi, une petite astuce que j'aime bien pour savoir en fait ce que je vais long ou short. Alors moi je trade principalement le Bitcoin et l'Ethereum, mais alors ça n'empêche pas que je pourrais avoir raison, généralement je TP sur la VWAP, comme je vous dis. Alors ce que moi j'aime bien faire pour savoir si je vais plutôt long le Bitcoin ou l'Ethereum, ou short le Bitcoin et l'Ethereum, c'est que je vais regarder le ratio du jour entre l'Ethereum et le Bitcoin. Là par exemple, vous ne voyez pas, je vais le prendre comme ça. Vous voyez, on est à moins 2,80%. Ça veut dire que l'Ethereum est plus faible que le Bitcoin. Donc, si je dois chercher un long, je vais plutôt le chercher sur le Bitcoin. Et si je vais chercher un short, je vais plutôt le chercher sur l'Ethereum. Et alors, ce matin, je suis rentré un petit peu vite. J'ai pas regardé. Et effectivement, au lieu de prendre le long sur le Bitcoin, où j'aurais déjà été gagnant, je l'ai pris sur l'Ethereum. Et donc, ça peut prendre un peu plus de temps. J'ai préféré cut dans le doute. Mais voilà, c'est une petite astuce. Si jamais un jour vous tradez l'Ethereum et le Bitcoin, vérifiez toujours le ratio entre les deux pour savoir lequel est le plus fort. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Allez, cheers!